Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve en cette nouvelle année 2025 pour s'intéresser à une personnalité que vous avez probablement déjà entendue ou évoquée. Tout le monde parle de son mari, l'empereur Napoléon III. Malgré sa renommée, Eugénie de Montijo demeure mal connue, voire totalement inconnue. Vous me direz en commentaire si vous la connaissez déjà ou si c'est une découverte totale pour vous. Le destin de la dernière impératrice est incroyable. Grande voyageuse, régnant sur la cour et la mode, le portrait de la dernière impératrice est saisissant. Partons ensemble découvrir son destin. Eugénie naît en 1826 à Grenade, dans le sud de l'Espagne. On raconte qu'Eugénie de Montijo est venue au monde lors d'un tremblement de terre et que sa mère a été contrainte d'accoucher sous une tente dressée en pleine nature. Elle est la seconde fille d'une famille noble, pas très fortunée, mais auréolée par divers exploits militaires. Son père, le comte de Teba et bientôt comte de Montijo, est un grand fan de Napoléon Bonaparte. Au début du siècle, il s'est même battu à ses côtés contre l'Espagne, sa propre patrie. Sa mère, d'origine écossaise, est une femme élégante. Eugénie ne passe pas beaucoup de temps dans son pays natal. Quand elle a 7 ans, une violente guerre civile éclate en Espagne. Mieux vaut pas rester dans les parages. C'est pour cette raison que la jeune fille, sa mère et sa sœur quittent Madrid, cachées dans une carriole, et partent se mettre à l'abri en France. Elles font d'abord étape à Biarritz, puis s'installent à Paris. 5 années plus tard, le conflit cesse, mais le comte de Montijo meurt en Espagne, où il était resté pour combattre. Plus aucune raison de rentrer dans ce pays où seul l'espoir de retrouver ce père, si souvent absent, les appelait. Eugénie de Montijo a grandi, elle est devenue une jeune fille vive, généreuse et très belle. Elle a reçu une éducation sérieuse et catholique au couvent du Sacré-Cœur, qui instruit les enfants de bonne famille. Cultivée, elle voyage de temps en temps, fréquente beaucoup les théâtres, côtoie de grands écrivains tels que Stendhal ou Prosper de Mérimée, son ancien professeur. Eugénie se met tour à tour en tête de devenir religieuse, actrice, etc. Mais sa mère a d'autres projets pour elle. Vous l'avez deviné? En effet, elle compte bien marier sa charmante enfant avec un beau parti. C'est avec cette idée derrière la tête qu'elle l'emmène partout avec elle lors de ses voyages et réceptions mondaines. En 1849, lors d'une soirée au palais de l'Élysée, Eugénie rencontre le président de la République française. Il s'appelle Louis-Napoléon Bonaparte. Les deux semblent se plaire et se revoient plusieurs fois, mais le jeune homme ne se déclare pas. Du moins, pas encore, car il est en pleine préparation d'un projet de taille, renverser la République et la remplacer par un empire. Mais qui est donc Louis-Napoléon Bonaparte? C'est le neveu de Napoléon Ier, l'empereur, que le père d'Eugénie admirait tant. Comme tous les membres de la famille impériale, il a passé sa jeunesse en exil. Quand Eugénie fait sa connaissance, il vient de revenir en France. Le renversement de Louis-Philippe et la proclamation de la Deuxième République lui donnent l'occasion de tenter sa chance au pouvoir. Il se porte candidat à la présidence et il est élu le 20 décembre 1848. Il a alors 40 ans, mais étant trop occupé par ses affaires politiques, il ne s'est pas encore marié. Ce coup d'État survient avec succès le 2 décembre 1851. Louis-Napoléon Bonaparte devient empereur sous le nom de Napoléon III. Maintenant qu'il est assuré de régner sans limite de durée, il doit songer à se marier et à donner naissance à un héritier. Pour lui, c'est tout décidé. Il épousera la jeune Eugénie Montijo, qu'il fréquente déjà depuis plusieurs années. Elle n'a pas le rang élevé, ni la fortune qu'espérait la famille Bonaparte. Mais qu'importe, elle possède les qualités d'une bonne souveraine, et il l'aime. Le mariage est célébré en grande pompe, le 30 janvier 1853, dans la cathédrale Notre-Dame de Paris. Quelques années après, en 1856, un fils vient faire le bonheur des époux. Il se prénomme Louis-Napoléon Bonaparte.
dit loulou pour les intimes. La vie familiale se déroule dans plusieurs châteaux, en fonction des saisons, les Tuileries, Saint-Cloud, Fontainebleau, Compiègne. Dans ce dernier, sont organisées de grandes réceptions, appelées séries. 3 ou 4 fois par an, l'empereur et sa femme invitent une centaine de personnalités pendant quelques jours. Théâtre, promenades et luxueux dîners sont au programme. On y croise du beau monde, des scientifiques comme Louis Pasteur, des écrivains comme Flaubert, mais aussi des peintres et des musiciens. Tout ce faste contraste avec la vie simple qu'Eugénie a connue dans sa jeunesse, mais elle parvient à s'adapter avec finesse à ses nouvelles responsabilités. Comme vous pouvez le constater sur le portrait, Eugénie est une très jolie jeune femme, dont on retient surtout la grâce, les yeux bleus et les boucles d'un blond vénitien. Elle est considérée comme l'une des plus belles femmes de son temps. On dit qu'Eugénie a hérité de son pays natal un caractère passionné et généreux. Il se sent à sa vivacité et à son intérêt ardent pour la conversation ainsi qu'à son courage admirable dans les épreuves. Dans la mode, bien sûr, l'impératrice dépense des sommes colossales pour s'offrir de belles toilettes, mais aussi la littérature. Elle a passé son enfance à dévorer des romans et son règne à fréquenter de grands écrivains. Eugénie de Montijo a beaucoup de caractère et ne se laisse pas faire. Elle est parfois sujette à des crises de colère et des scènes de jalousie dont Napoléon III sait quelque chose. Cette obstination butée lui vaudra parfois quelques malheurs. Napoléon III et Eugénie caressent un doux rêve, faire de Paris la plus belle ville du monde, d'où rayonneront le luxe et la culture. Pour cela, il confie au baron Haussmann une série de grands travaux destinés à changer la face de la capitale. 20 000 immeubles sont construits, de grands axes sont créés, l'accès à l'eau potable se simplifie, le chemin de fer se développe et des espaces verts apparaissent en ville. L'impératrice suit attentivement les chantiers et n'hésite pas à donner son avis. Le résultat est plutôt réussi, à votre avis. En parallèle, Eugénie de Montijo envisage de moderniser Biarritz. À l'époque, c'est encore un charmant petit port de pêche près de la frontière espagnole. Elle l'a découvert jadis avec sa mère. Elle y est restée très attachée. Pourquoi ne pas en faire une luxueuse station balnéaire où se reposer loin de la cour et de ses obligations? Dans cette idée, elle y fait construire une villa, puis une église, un casino, de grands hôtels, une gare et une ligne de chemin de fer par laquelle les Parisiens peuvent arriver. Par la suite, elle s'y rendra régulièrement pour profiter de la belle saison dans une ambiance décontractée. On raconte même qu'elle se baignait dans la mer, ce qui est très nouveau à l'époque. L'art fait partie intégrante de la vie d'Eugénie. Elle commande à des artistes de nombreux portraits, ainsi que des imitations de meubles anciens. Elle fait bâtir des théâtres dans ses résidences, et même un musée personnel à Fontainebleau, afin d'exposer des objets venus d'Asie. Le couple impérial confie à Charles Garnier la construction d'un grand opéra en plein cœur de Paris. Eugénie s'intéresse de très près aux travaux de cet édifice. On raconte qu'en voyant les maquettes, elle aurait dit « Cela n'a pas de style, ce n'est ni grec ni romain ». L'architecte aurait répondu « C'est du Napoléon III, madame ». Ce style, né sous l'influence des époux, s'inspire de différents courants artistiques du passé. Tout au long de son règne, Eugénie de Montijo milite pour la reconnaissance et l'éducation des femmes. C'est par exemple grâce à elle que Julie Victoire d'Aubier, la première à avoir réussi le baccalauréat, a pu obtenir la signature de son diplôme malgré le refus du ministère, que Madeleine Bresse, première française diplômée de médecine, a réussi à s'inscrire en faculté, ou encore que Rosa Bonheur, une des rares peintres de l'époque, a été décorée de la Légion d'honneur. À partir de 1869, elle s'appuie sur l'action du ministre de l'Instruction publique Victor Doury en faveur de l'éducation des filles. Eugénie soutient activement de nombreuses œuvres de charité et se montre également très généreuse envers les moins favorisés, comme les orphelins, les pauvres et les malades. Le jour de son mariage, elle refuse, par exemple, une parure de diamants offerte par la ville de Paris
et demande à ce que la somme correspondante soit consacrée à la construction d'un orphelinat, l'actuelle fondation Eugène Napoléon. Lors des terribles épidémies de choléra en 1865 et 1866, elle visite les victimes sans crainte d'attraper la maladie. Passionné de mode, Eugénie de Montijo contribue à l'essor de grands créateurs en les inondant de commandes. Le couturier Worth, le grand bijoutier Melirio, le parfumeur Guerlain. Ses folles dépenses lui valent le surnom désapprobateur de fée chiffon. Et pourtant, l'impératrice n'agit pas ainsi seulement par coquetterie. Elle cherche à faire rayonner le goût et l'artisanat du pays, en portant des créations françaises lors des manifestations publiques ou en les offrant en cadeaux diplomatiques. Elle les fait connaître dans tout le territoire et au-delà des frontières. Elle en fait en quelque sorte la publicité. Un exemple, alors que l'artisanat ancestral de la dentelle de Chantilly est à rendre la peine, Eugénie décide d'emparer ses toilettes et accessoires. Elle relance ainsi la mode et l'activité des dentelières repart de plus belle. Eugénie de Montijo joue également un rôle purement politique, comme conseillère tout d'abord. Elle a souvent un avis tranché sur les affaires qui occupent son mari, et n'hésite pas à l'influencer. C'est par exemple elle qui l'aurait poussé à envahir le Mexique. Comme régente également, à 3 reprises, lorsque Napoléon III part à l'étranger ou en campagne militaire. C'est elle qui est chargée de diriger le pays, comme représentante de l'empereur. Enfin, en 1869, ce dernier, retenu en France par une maladie, l'envoie inaugurer à sa place le canal de Suez qui relie la mer Rouge à la Méditerranée. Elle assume toutes ses responsabilités avec aisance et sérieux. Malgré son application, Eugénie est très critiquée, comme vous vous en doutez. On l'accuse de tous les maux de la France, de s'immiscer dans les affaires politiques de son mari, d'être trop religieuse, frivole, irréfléchie, emportée, dépensière, étrangère, parvenue. Ça vous rappelle pas une autre figure de l'histoire ? Eh bien si, Marie-Antoinette. De nombreux surnoms sont inventés pour se moquer d'elle. Falba la première, l'Espagnole, Bindiguette, l'écrivain Victor Hugo la traîne même de coquette. Elle demande plusieurs fois à Napoléon III de protester contre ces calomnies, mais ce serait accorder trop d'importance aux détracteurs. Lui-même est aussi décrié depuis quelque temps. Leur popularité des premiers jours se fragilise. Le 14 janvier 1858, un révolutionnaire tente même de les assassiner. Eugénie de Montijo voue une grande admiration à la reine Marie-Antoinette, dont le sort tragique la touche. Il faut dire que plusieurs points communs les rapprochent. Leur origine étrangère, leur goût très prononcé pour la mode, leur beauté éclatante, leur folle dépense, les critiques dont elles font l'objet, les palais où elles vivent. Ironie de l'histoire, d'ici quelques années, celle qu'on surnomme l'Espagnole sera chassée du trône comme celle que le peuple révolutionnaire surnommait l'Autrichienne. En juillet 1870, la France déclare la guerre à la Prusse, qui correspond à l'Allemagne actuelle. Mais c'est un désastre total comme vous le savez déjà. L'armée, mal préparée, mal commandée, est écrasée en moins de 2 mois. Napoléon III est fait prisonnier à Sedan le 2 septembre. L'Alsace et la Lorraine tombent aux mains de l'ennemi. 2 jours plus tard, à la nouvelle de cette défaite cuisante, ses opposants proclament la République. Comme le peuple parisien, déchaîné, se dirige vers le palais des Tuileries, Eugénie prend peur et s'enfuit en pleine nuit avec sa dame de compagnie, direction l'Angleterre où l'empereur déchu la rejoindra après sa libération. Cela fera 3 ans que Napoléon est atteint d'une très douloureuse maladie au rein. De plus, en plus affaibli, il se résout en janvier 1873 à subir une opération visant à le soulager. Mais il n'y survivra pas. Voilà Eugénie veuve, alors qu'elle n'a que 47 ans. L'éducation de son fils devient sa principale raison de vivre. Ensemble, ils voyagent beaucoup. Mais en 1879,
Le prince Louis-Napoléon Bonaparte, devenu jeune homme, décide de partir en Afrique du Sud pour combattre les Zoulous du côté des Anglais. Il trouvera la mort lors d'une patrouille et d'une embuscade tendue par les Zoulous. Quelle immense souffrance pour Eugénie, comme vous vous doutez. Près du grand manoir de Franbourg, où elle déménage, Eugénie endeuillée fait édifier une abbaye pour abriter les dépouilles de son mari et de son fils. Désormais totalement seule, Eugénie de Montijo voyage beaucoup pour apaiser sa douleur et sa solitude. Malgré son exil, elle reste très attachée à la France, où elle se rend parfois sans préciser son identité. À la fin de la Première Guerre mondiale, elle rend un dernier service au pays dont elle était l'impératrice. Elle remet au gouvernement une lettre datant de 1870, dans laquelle le roi de Prusse explique qu'il souhaite conserver l'Alsace et la Lorraine uniquement pour des raisons militaires. Au moment des négociations des conditions de paix, cette pièce permet à la France de récupérer les territoires perdus. En 1920, Eugénie s'installe à Madrid chez un petit-neveu. Elle a alors 94 ans. Il est rare qu'on vive si âgé à l'époque. Et voit de moins en moins bien, car elle souffre d'une maladie des yeux. Elle décède peu de temps après, et son corps est ramené en Angleterre. L'ancienne impératrice repose encore aujourd'hui dans la crypte de l'abbaye de Franbourg, aux côtés de son époux et de son fils. Comme on l'a vu, Eugénie de Montijo est la fille cadette du comte de Théba et la nièce du comte de Montijo, dont son père reprend le nom, sous lequel elle est connue aujourd'hui. Après son mariage avec Louis-Napoléon Bonaparte, elle fut impératrice des Français jusqu'en 1873. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Et je vous souhaite une très bonne année 2025 à tous et toutes. Bonne année!